Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième présentation de l'unité 13 sur la mise en œuvre des débits environnementaux à l'échelle du bassin. J'enregistre ce cours depuis Denilikin, une ville agricole où le riz irrigué constitue l'une des principales denrées cultivées dans le district et ensuite transformée par la plus grande rizierie de l'hémisphère sud située dans la ville. Comme c'est typique de l'environnement variable de toute l'Australie, la région a enregistré l'un de ses mois de novembre les plus chauds jamais enregistrés, puis a terminé le mois en recevant un tiers de ses précipitations annuelles en 2 jours, ce qui souligne l'extrême variabilité du bassin de Murray-Darling où je suis situé. Lorsque les colons blancs ont commencé à arriver dans le bassin, d'un point de vue européen, c'était l'un des endroits les plus insécurisés au monde sur le plan alimentaire. Ils ont ensuite entrepris de modifier le bassin pour en faire un bassin fortement réglementé par des barrages, des écluses et des changements d'utilisation des terres et ont réussi à transformer le bassin pour permettre à l'Australie de devenir l'un des pays les plus sûrs au monde sur le plan alimentaire aujourd'hui, mais au prix de la fonction et de la résilience de l'environnement naturel et de sa population. Le bassin abrite aujourd'hui 2 millions de personnes et forme un système socio-écologique complexe où la réforme de l'eau est en cours depuis de nombreuses décennies. L'histoire du bassin Murray-Darling et la mise en œuvre de l'environnement constituent la base du cours d'aujourd'hui. Le bassin Murray-Darling est vaste, couvrant plus d'1 million de kilomètres carrés, soit environ 14% de la superficie totale de l'Australie continentale. C'est l'un des bassins fluviaux les plus variables au monde, tant pour les précipitations que pour le ruissellement. Les sécheresses et les inondations qui se succèdent souvent sont une caractéristique commune du bassin. Le bassin ne reçoit en moyenne que 457 mm d'eau par an, avec moins de 5% de ruissellement, et le débit annuel moyen du fleuve Murray n'est qu'environ que de 16% celui du Nil et seulement 0,25% celui de l'Amazonie. Cependant, le bassin est diversifié et unique et comprend plus de 30 000 zones humides qui abritent une biodiversité d'importance nationale et internationale, dont un site de patrimoine mondial et 5 zones humides inscrites à la Convention sur les zones humides d'importance internationale, c'est-à-dire la Convention Ramsar. Plus de 2 millions de personnes vivent dans les bassins et dépendent des ressources en eau de ce dernier, tandis que 1,3 million de personnes en dehors du bassin dépendent également totalement ou partiellement de cet approvisionnement par le biais des grands systèmes de canalisation. Le bassin est culturellement très diversifié, avec une longue histoire de populations indigènes vivant et dépendant des ressources en eau, et au cours des 200 dernières années, des niveaux élevés d'immigration dans le bassin de personnes venant de 4 coins du monde. Le bassin couvre 5 États et territoires dont les gouvernements sont, selon la Constitution, responsables de la gestion des ressources en eau. Le bassin du Murray-Darling contient plus de 40% de toutes les exploitations agricoles australiennes et produit un tiers de l'approvisionnement alimentaire de l'Australie, contribuant à plus d'un tiers de la valeur brute totale de la production agricole australienne. Les 3 quarts des cultures irriguées et des pâturages australiens sont cultivés dans le bassin. Depuis la colonisation européenne du bassin Murray-Darling au milieu des années 1840, la régulation des rivières a eu lieu pour contrôler et stocker l'eau à des fins de consommation, notamment pour l'irrigation, la fabrication et l'usage domestique. En raison de la variabilité du bassin, des centaines de barrages et de réservoirs ont été placés sur presque tous les systèmes fluviaux du bassin. Les 2 principaux ouvrages de régulation étaient le bassin de Hull, achevé dans les années 1930, le barrage de Hull, et le barrage
de Dartmouth dans les années 70, tous deux destinés à protéger le bassin contre la sécheresse et à permettre un approvisionnement stable de l'eau à des fins domestiques et d'irrigation. Bien que les changements d'utilisation des terres et la régulation des rivières aient contribué à garantir l'approvisionnement en nourriture et en eau du bassin, les impacts sur l'environnement naturel ont été importants. Et dans les années 1980, il était clair que la gestion actuelle de l'eau à l'échelle du bassin n'était pas durable. Bien que la réforme de l'eau ait eu lieu dans le bassin depuis plus de 100 ans, ce n'est que dans les années 1980 que les États du bassin se sont réunis avec le gouvernement du Commonwealth pour commencer à travailler sur la détérioration des écosystèmes dépendants de l'eau dans le bassin, en formant la commission du bassin Murray-Darling. Cela a finalement conduit le Council of Australian Governments à reconnaître l'environnement comme un utilisateur légitime de l'eau en 1994. En 2004, la Nation Water Initiative a été créée et dans le cadre de Living Murray Programme, environ 500 millions de mètres cubes d'eau ont été acquis à des fins de débit environnemental à gérer pour maintenir la santé de 6 sites emblématiques. En outre, des structures de gestion de l'eau ont été construites ou modifiées pour améliorer la fourniture ciblée de débits environnementaux à ces sites. En 2007, la loi sur l'eau du Commonwealth a été établie pour servir de base légale de la gestion des ressources en eau dans le bassin du Murray-Darling. La loi exigeait la mise en place d'un plan d'ensemble du bassin et l'autorité du bassin Murray-Darling a été créée pour développer et superviser la mise en œuvre du plan du bassin. Et le Commonwealth Environmental Water Holder, un bureau statuaire indépendant, gérerait les ressources en eau du Commonwealth. La loi sur l'eau exigeait que les limites de dérivation stable SDL soient établies pour représenter la quantité moyenne annuelle maximale à long terme d'eau qui pourrait être prélevée de manière durable sur l'ensemble des ressources en eau. En 2010, le guide du plan de bassin a été publié avec une controverse considérable au sein des communautés d'irrigation, mais il a finalement été signé en 2012 et verrait l'acquisition de 2750 gigalitres d'eau à utiliser à des fins d'arrosage environnemental. Cette eau appartient au gouvernement du Commonwealth et elle est distribuée en collaboration avec les États du bassin et d'autres utilisations de l'eau. Contrairement à l'utilisation passive des débits environnementaux, où l'eau est simplement laissée dans la rivière, cette eau environnementale est gérée activement en tenant compte des autres utilisations de l'eau pour essayer d'atteindre les objectifs globaux du bassin, qui est d'obtenir un bassin de travail sain grâce à une gestion intégrée des ressources en eau. Pour atteindre les résultats envisagés par le plan de bassin, les besoins environnementaux en eau du bassin ont été définis pour toute gamme de composantes du débit, depuis la protection de la restauration des débits de base jusqu'au débit de rive, en particulier, et par introduction d'une plus grande variabilité en générant des débits pulsés ou des apports d'eau douce dans le canal. Pour ce faire, à l'échelle du bassin, 122 sites indicateurs hydrologiques ont été choisis comme sites représentatifs des fonctions clés de l'écosystème liées à l'ensemble des composantes du débit dans le bassin. La méthode des sites indicateurs hydrologiques s'est ensuite concentrée sur la détermination des besoins environnementaux en eau pour un certain nombre de ces sites indicateurs, en partant du principe que si ces besoins sont satisfaits, les besoins environnementaux en eau de l'ensemble plus large des fonctions clés des actifs environnementaux et des services écosystémiques seront également satisfaits. Trois principaux groupes de types de débit ont été ciblés
pour les besoins environnementaux en eau. Il s'agit des débits de plaine et de surcharge, des débits de frais et des débits de base ou de faible débit. En fonction de ce qui a changé dans un endroit donné ou plusieurs de ces groupes de débit devront être augmentés ou rétablis. Afin de déterminer les besoins volumétriques, le besoin écologique d'un débit est décrit sur la base du débit souhaité, de la durée de ce débit et de la fréquence à laquelle il doit se produire. Pour faciliter la gestion de l'eau environnementale, des plans d'arrosage environnemental sont inclus dans le plan de bassin et fournissent le cadre de gestion de l'arrosage environnemental dans tout le bassin, en établissant des processus pour coordonner l'utilisation de l'eau environnementale détenue par diverses parties, y compris le Commonwealth Environmental Water Folder. Le plan d'arrosage environnemental définit les objectifs environnementaux globaux pour les objectifs dépendants de l'eau. Les cibles permettant de mesurer les progrès accomplis dans les réalisations des objectifs. Un cadre de gestion pour l'arrosage environnemental. Les méthodes d'identification des actifs environnementaux et les fonctions des écosystèmes qui nécessitent un arrosage environnemental et leurs besoins en eau. Les principes et les méthodes de décision des propriétés d'arrosage environnemental, les principes de réalisation de l'arrosage environnemental et la planification de la récupération d'eau environnementale supplémentaire. Lors de la mise en œuvre du plan d'arrosage environnemental, les connaissances locales, en particulier les gouvernements, en partenariat avec les communautés et les organisations locales et régionales, joueraient également un rôle clé dans la manière dont l'eau environnementale est planifiée et gérée. L'approvisionnement en eau environnementale est assuré par une collaboration entre le Commonwealth Environmental Office et les détenteurs d'eau des États, qui mettent l'eau à disposition et la distribuent en collaboration avec les exploitants et les gestionnaires des rivières, les organisations non gouvernementales et les partenaires locaux. Bien que la majorité de l'eau environnementale soit détenue et gérée par le Commonwealth, l'eau est distribuée par le biais d'accords et avec les différents États du bassin. Bien que les États aient des stratégies de mise en œuvre différentes, elles sont similaires dans la mise en œuvre où elles sont menées par plusieurs parties prenantes en tenant compte des autres utilisateurs et des utilisateurs en amont et en aval. Dans l'État de Victoria, The Victorian Environmental Water Folder gère l'approvisionnement en eau en collaboration avec d'autres acteurs clés. Dans l'État de NS2V, le Bureau de l'environnement et du patrimoine gère l'eau environnementale et utilise les groupes consultatifs sur l'eau environnementale pour aider à coordonner la gestion et la fourniture de l'eau environnementale avec un certain nombre de groupes d'acteurs différents impliqués, allant des exploitants de rivières aux groupes communautaires locaux. Le suivi et l'évaluation constituent un élément clé de la fourniture d'eau à des fins environnementales. L'accent étant mis sur la collecte d'informations afin de mieux éclairer la prise de décision concernant la fourniture et l'atteinte des résultats proposés dans le cadre du plan. Le programme de suivi international à long terme, LTIM, a été mis en place pour suivre et évaluer les différentes actions d'arrosage et est géré par le Commonwealth Environmental Water Office dans le cadre du Monitoring, Evaluation, Reporting and Improvement Framework pour l'arrosage environnemental du Commonwealth dans le bassin. Par exemple, si un débit est fourni pour encourager la reproduction de poissons indigènes, il sera accompagné d'un programme de surveillance dans le cadre duquel les scientifiques peuvent être envoyés pour installer des filets à œufs et à larves de poissons afin de surveiller éventuellement et de déterminer si les poissons se sont effectivement reproduits. Si les poissons se sont effectivement reproduits, le programme de surveillance doit inclure les études de suivi pour évaluer si les poissons se sont reproduits et leur progéniture contribue maintenant à la population globale
de ceux des poissons indigènes en particulier. 5 ans après la mise en œuvre du plan de bassin, le suivi et l'évaluation ont permis d'éclairer l'approvisionnement en eau dans le cadre des objectifs fixés par le plan de bassin. À l'échelle du bassin, au cours des 3 dernières années, plus de 200 débits gérés activement ont été enregistrés pour les oiseaux d'eau et plus de 300 débits pour les poissons. Certaines populations de poissons indigènes ont augmenté, tandis que d'autres sont restées constantes et que d'autres encore ont continué à décliner. Pour les poissons, les débits environnementaux ont pu contribuer à la réussite des périodes de frai et ont aidé à maintenir les populations pendant la sécheresse ou à répondre à des besoins essentiels du cycle de vie tels que le mouvement. Cependant, le bassin Murray-Darling est un environnement très modifié et bien que la restauration des fonctions et processus naturels clés puisse avoir un avantage pour les espèces indigènes, des conséquences imprévues peuvent survenir. Dans le bassin Murray-Darling, la carpe, un poisson introduit, constitue la majorité de la biomasse des poissons du bassin. L'apport d'eau aux zones humides profite grandement à ce poisson nuisible. Le nombre de carpes a augmenté depuis 2010 et il est difficile de maximiser les résultats positifs pour les indigènes. Cet exemple montre que les débits environnementaux ne constituent pas un mécanisme de rétablissement autonome et qu'ils doivent toujours être mis en œuvre dans le cadre d'une gestion intégrée des bassins versants. Dans le bassin du Murray-Darling, on parle souvent de mesures complémentaires qui peuvent inclure le repeuplement d'espèces de poissons locales éteintes, l'amélioration de la connectivité entre les habitats tels que les passes à poissons, la lutte contre la dégradation des habitats et ou le contrôle des espèces nuisibles telles que la carpe. Comme la gestion durable des écosystèmes dépendants de l'eau dans le bassin du Murray-Darling est un objectif à long terme, il s'agit d'un processus par étapes où l'apprentissage par la pratique dans un processus de gestion adaptative est mis en œuvre. La gestion adaptative est un processus clé dans le cadre de l'approvisionnement en eau dans le bassin de Murray-Darling. Au fur et à mesure du suivi et de l'évaluation de la distribution de l'eau, les enseignements sont tirés de chaque événement et utilisés pour améliorer la distribution de l'eau lors d'événements futurs. Cela permet d'améliorer l'efficacité de l'approvisionnement en eau et de réduire les impacts sur les tierces, tels que les inondations ou les avantages pour les espèces nuisibles. Cela permet également de trouver les multiples avantages de l'arrosage comme l'eau fournie à un groupe cible, par exemple les oiseaux, ou un autre groupe, par exemple les grenouilles, ou encore un objectif social comme l'amélioration des conditions de loisirs dans la rivière, par exemple la pêche sportive, tout en respectant les objectifs écologiques fixés pour l'événement de débit. La réforme de l'eau prend du temps et plus un bassin fluvial est socialement complexe, plus il faut de temps et les processus de collaboration en sont un élément clé. Cependant, même dans un bassin aussi complexe que le bassin du Murray-Darling, cela peut fonctionner. Le projet Environmental Water est mis en œuvre avec succès dans le bassin Murray-Darling et il est possible de tirer de nombreux enseignements de ce bassin pour les autres. La définition de cibles et d'objectifs clairs a permis de mettre en place les phases de mise en œuvre de l'approvisionnement environnemental en eau dans le bassin du Murray-Darling. Le suivi et l'évaluation, ainsi que la gestion adaptative, sont des éléments clés de l'approvisionnement en eau de l'environnement et permettent un apprentissage et une flexibilité accrue lors de l'approvisionnement en eau. Les approches d'apprentissage par la pratique sont les mieux adaptées aux programmes de débits environnementaux lancés. Merci pour avoir suivi cette présentation.